première vidéo de cette toute nouvelle chaîne qui sera consacrée aux reviews. Dans un premier temps, les reviews de One Piece. Peut-être qu'après, on ira sur d'autres mangas. Black Clover, Hunter x Hunter, je ne sais pas, comme vous voulez. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres mangas qu'on pourrait aborder. J'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne pour une raison, tout simplement parce que j'adore One Piece, que j'avais commencé à faire des reviews sur ma chaîne principale. J'avais, je crois, fait 4 reviews, je vous les mettrai en description si vous voulez aller les voir. J'avais fait 4 reviews sur ma chaîne principale de chapitres de One Piece. Mais le truc, c'est que moi j'ai beaucoup aimé les faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne principale qui ont été déçus. Non pas parce que les vidéos n'étaient pas bonnes, mais plutôt parce que ça les a spoilés alors qu'eux ils n'étaient pas forcément à jour dans One Piece. Donc j'ai pris une décision. Je me suis dit, j'aime bien faire des reviews, mais en même temps ça me fait chier de faire chier certaines personnes qui me suivent pour d'autres contenus. Du coup je me suis dit, vas-y, je vais créer une nouvelle chaîne. Comme ça ceux qui aiment One Piece, ceux qui sont à jour dans One Piece, eh bien pourront suivre cette nouvelle chaîne. Il n'y aura pas de problème pour eux, mais il y aura aussi pas de problème pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoil et qui veulent continuer à me suivre sur ma chaîne principale. Comme ça tout le monde est gagnant. Et moi, ça me fait plaisir parce que je peux faire des vidéos que je kiffe. Bref, mes amis, nous sommes partis parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors ça va être une vidéo un petit peu longue parce qu'en fait, j'aimerais revenir un petit peu sur tout l'arc de Wano. On va parler des derniers chapitres, de tout ce qu'ils amènent, du futur possible dans les prochains chapitres, et puis de mon avis général sur l'arc de Wano. Je vais faire cette review un petit peu comme on va dire une review générale de l'arc, voilà mon avis général sur l'arc, etc. Je sais que c'est pas la fin de l'arc, il y aura sûrement 1, 2, voire 3 ou 4 chapitres encore sur cet arc, mais vu qu'Oda va faire une pause pendant un mois, je me dis que c'est peut-être le bon moment de faire un espèce de récap de mon avis sur tout l'arc narratif. Donc je pense que je vais découper la vidéo sûrement en plusieurs parties. Je vais voir ça au montage. Je mettrai en tout cas, si c'est le cas, un timecode que vous pourrez trouver dans la description pour un petit peu voir les parties qui vous intéressent le plus. Et juste avant de lancer la vidéo, je tiens quand même à rappeler, parce que peut-être que certains d'entre vous me découvrent avec cette vidéo, je ne suis pas un très grand théoricien. Moi je suis pas là pour faire des théories rocambolesques sur One Piece. Je suis juste un fan, comme vous, qui lisez One Piece. Et je vais donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'aimerais bien voir dans le futur, comme un fan. Pas forcément comme un mec qui aime faire des théories, mais comme un fan qui attend peut-être des retours de personnages, etc. Bref, vous avez le droit d'être d'accord avec moi, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Faites-en moi part dans les commentaires, mais soyez tranquilles. On est juste des fans de One Piece, pas besoin de se tirer dessus. Bon mes amis, je vais commencer par vous donner mon avis sur les différents chapitres que j'ai pu lire, les derniers chapitres, parce que j'en ai lu plusieurs à la suite, donc j'aimerais quand même donner mon avis chapitre par chapitre, sans trop non plus s'étendre bien sûr, mais la dernière review que j'avais fait c'était sur le chapitre 1047 ou 1048, je sais plus exactement. Du coup, je me suis dit que ça pourrait quand même bien que je vous donne mon avis vitef sur tous les chapitres que j'avais pu lire, que j'avais pu rattraper jusqu'au tout dernier, qui est donc le 1053, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, dans le chapitre 1049, j'ai beaucoup aimé parce que c'était un chapitre où on voyait pas mal d'histoires autour de Kaido, on le voyait plus jeune, on voyait sa construction en tant que personnage, en tant que grand empereur, on comprenait plus ses ambitions, ce pourquoi il était devenu l'homme qu'il est actuellement. Ça le rendait un petit peu plus humain, un petit peu plus intéressant, et j'ai trouvé ça très cool. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, c'était en fait tout le parallèle entre ce qui se passait dans le combat et en même temps les vœux qui étaient écrits par les citoyens sur les lanternes. Je trouvais que c'était une mise en scène ultra intéressante et hyper cool. J'ai beaucoup aimé ce chapitre pour ces deux raisons. C'était un très bon chapitre. Ensuite, on a le chapitre 1051. Oui, j'esquipe le 1050 parce qu'en vrai, je ne l'ai pas trouvé fou. Enfin, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses d'incroyables dans le 1050. Il y avait l'énorme éruption. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé que les planches étaient plus spectaculaires que ça. Donc on va directement passer au 1051. Du coup, le chapitre 1051, il y a beaucoup de trucs qui sont très cool. Déjà, il y a l'arrivée des fourreaux rouges qui arrivent tels des héros devant la population. Et honnêtement, j'ai grave kiffé cette planche où tu les vois un petit peu dans la brume et tout. Tu vois que c'est les héros, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis d'un autre côté, on a quand même le truc le plus marquant. Un des trucs les plus marquants, c'est tout simplement la forme adulte de Momo. Et honnêtement, il est beaucoup trop badass, il est beaucoup trop stylé. Il a bien la tête de l'emploi, il a bien la tête d'un shogun.
Ça fait plaisir en fait, il est stylé, voilà, que demander de plus, Momo, version badass. En plus de ça, il nous fait un discours mais qui nous régale. J'avoue, le discours m'a mis un petit peu des frissons. J'ai eu un petit peu cette vibe, j'ai eu un petit peu cette vibe genre du roi de Kingdom, tu sais, à un moment dans Kingdom, alors peut-être que vous n'avez pas du tout lu Kingdom, mais à un moment, il y a le roi, un des mecs les plus importants dans Kingdom, qui fait un discours à toute la population. J'ai vraiment eu cette même vibe quand Momo a fait le discours à sa population finalement, parce que c'est le roi, c'est le shogun. Et j'ai trouvé ça trop, 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 trop bien. J'ai vraiment kiffé son petit discours. Ensuite, on a le chapitre 52 qui est basiquement le chapitre traditionnel des fins d'arc, c'est-à-dire là où il y a la fête, là où il y a le banquet et là où tout le monde est heureux parce qu'ils ont réussi à battre les méchants. C'est un petit peu la tradition dans One Piece que les héros mangent après avoir battu le méchant. Et bah là, c'est le chapitre où il mange. Mais c'était un chapitre très cool parce que c'est un chapitre qui te donne le sourire, c'est un chapitre qui te donne le smile, tout simplement parce que c'est un chapitre très drôle. Il y a notamment pas mal de scènes humoristiques avec Momo, parce que oui, il a un corps d'adulte, mais en vérité, c'est encore un petit garçon de 8 ans, du coup, dès qu'il a peur, il se réfugie sur la poitrine de Nami, ce qui n'est pas très agréable pour Nami, et du coup Sanji se fout de sa gueule. Du coup, il y a pas mal de petits passages assez fun, comme ça, assez humoristiques. J'ai beaucoup aimé, c'était un chapitre tranquille, mais franchement très appréciable. Il nous fait sourire, et que demander de plus en fait finalement. Et enfin, on a le dernier chapitre, le 1053 mes amis. Le 1053 est aussi un petit peu un chapitre, on va dire, classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une fin d'arc, il y a le banquet, mais il y a aussi le chapitre qui annonce la suite. Et le chapitre 1053, c'est celui-là. Il annonce beaucoup de choses. Il annonce beaucoup de choses. Alors déjà, on retrouve Robin. Robin qui avait disparu totalement depuis plusieurs chapitres. On ne savait pas où elle était. Et bien maintenant, on l'a retrouvée. Elle discute avec le père de Oden, le grand-père de Momo, qui en fait avait caché son identité depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, truc assez stylé, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans l'animé, eh bien, ils avaient mis le même seiyuu pour le grand-père et pour ce mec au masque de Tengu. Ce qui annonçait du coup que c'était les mêmes personnages, mais on n'en était pas sûr. Et là, c'est confirmé, donc c'est très stylé. Et du coup, Robin ramène le sujet de Pluton sur la table. On va en parler un petit peu plus de l'arme antique un petit peu plus tard dans le futur, dans la partie future de la vidéo. On en parlera parce qu'il y a des choses à dire. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. La deuxième chose que les gens attendaient beaucoup dans ce chapitre et qui a été révélée, c'est bien sûr les nouvelles primes de Luffy, de Law et de Kid. Elles sont toutes égales à 3 milliards de berries, ce qui est énorme. Alors, je sais que beaucoup de gens voulaient que Luffy ait une prime supérieure, forcément. Mais à mon avis, c'est fait exprès. En fait, à mon avis, c'est fait exprès, je pense. Voilà, peut-être que je dis de la merde, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis là-dessus. Mais en fait, je pense qu'ils ont tous les trois la même prime. Pour une seule et bonne raison, ne pas mettre Luffy trop en avant. Faire en sorte que Luffy quand même se noie un petit peu dans la masse. Faire en sorte de lisser un petit peu les choses. Pour pas que les gens soient en mode, ok, Luffy, il se passe vraiment une dinguerie autour de ce mec. Il y a un truc dangereux, tu vois. Je pense que le gouvernement mondial fait en sorte de lisser les primes pour pas que ça soit trop le bordel, mais bien sûr qu'en vrai, Luffy est la cible à abattre pour le gouvernement mondial. Bien sûr que c'est lui qui aurait dû avoir une prime bien supérieure, mais je pense que pour pas trop affoler les gens, ils ont fait en sorte de lisser les primes. C'est mon avis. Et paradoxalement, on a une autre annonce qui est celle des nouveaux empereurs, et Luffy fait bien sûr partie de ces nouveaux empereurs, avec Shanks, avec Barbe Noire et avec Baggy le clown. Alors j'ai vu sur Twitter, les gens, quand ils ont vu Baggy, ils étaient en mode... Ah, pourquoi Baggy? D'où il sort? Qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois? J'ai vu beaucoup de gens rigoler par rapport à Baggy. Moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. Je savais que Baggy allait avoir un rôle très important dans le futur. Pourquoi? Déjà parce que c'est le personnage préféré de Oda. Donc ça aurait été bizarre qu'ils le mettent pas plus en avant que ça. Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui sait beaucoup de choses, parce qu'il a quand même fait partie de l'équipage du Roi des Pirates, au même titre que Shanks. En fait, ils étaient amis, d'ailleurs rivales depuis toujours. Ça a été le premier adversaire de Luffy. Donc moi, je trouve ça incroyable qu'en fait, son premier adversaire, il me semble que c'est son premier adversaire, je dis peut-être de la merde, mais c'était un de ses tout premiers adversaires. Je trouve ça cool qu'un de ses tout premiers adversaires, qui a fait un petit peu le début de la quête de Luffy, se retrouve dans les arcs finales, vers la fin, pour combattre peut-être Luffy encore une fois. Moi je trouve ça très cool, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est un personnage qui a pas mal évolué dans l'ombre. Il est devenu corsaire, si je dis pas de bêtises, et maintenant empereur. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur lui, mais lui, il sait beaucoup de choses sur le monde. Du coup, je trouve pas ça hyper étonnant. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont été
scandalisé limite par le fait qu'il y ait Baggy. Moi je trouve ça plutôt cool, d'autant plus qu'on sait que c'est un mec qui ne peut être blessé par aucun épéiste. On l'a vu, il n'est pas blessé par Zoro, il n'est pas blessé par Œil de Faucon. Donc en fait, il y a plein de trucs qui montrent que Baggy est quand même un personnage chaud. Et je me dis que si ça se trouve, il y a certains trucs qu'il a cachés. Peut-être que son pouvoir a eu une évolution, on sait pas, tu vois. Peut-être comme Luffy finalement. Luffy qui a eu un méga power-up dans son pouvoir, peut-être que Baggy aussi. Donc moi honnêtement, j'ai juste hâte de revoir Baggy, voir ce qu'il va proposer Oda avec tout ça. Je pense qu'il va nous proposer des dingueries. Maintenant, à voir. Et on a aussi l'arrivée dans le chapitre, ou peut-être que c'était dans le chapitre précédent, j'ai oublié, peut-être que c'était dans le chapitre 1052, mais je sais pas. Mais on a aussi l'arrivée, bien sûr, d'un amiral de la marine sur l'île de Wano, ce qui annonce aussi du lourd. Donc on va essayer de décrypter tout ça. Décrypter est un grand mot. On va parler de tout ça dans une autre partie. Je vais essayer de vous donner mon avis maintenant sur la globalité de Wano, ce que j'en ai pensé, ce qui a été cool en cet arc, ce qu'il était un petit peu moins. Bon alors dans la globalité, Wano est un arc, est une partie que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que je suis un grand fan des, des mangas de samouraï. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire Shiruran, super manga de samouraï, je surkiffe ce manga. Allez le lire, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais allez lire Shiruran. Wano du coup est un arc que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que je l'ai trouvé un petit peu lent, au début un petit peu long, mais une fois qu'on est arrivé à Onigashima, c'est allé beaucoup plus vite, voire trop vite. En fait, j'ai trouvé que le combat Kaido, en fait, j'ai pas eu vraiment l'impression que Kaido était un empereur. Voilà, je vous le dis, j'ai pas vraiment eu l'impression que Kaido était un mec super puissant, parce que j'ai pas trouvé que Luffy a vraiment galéré. Luffy a galéré, hein. Kaido l'a éjecté de l'île, Luffy est tombé dans l'eau, on l'a secouru, ensuite il est revenu sur le dos de Momo pour réaffronter Kaido. Bien sûr, hein, il a eu des blessures, Luffy, etc. Mais j'ai pas eu l'impression que ça a été vraiment très difficile. Alors oui, Luffy a eu un méga power-up et tout, etc. Mais je sais pas, tu vois, il manquait d'un truc. J'ai trouvé que le fait que Luffy juste donne un méga coup de poing à Kaido et puis hop, c'est terminé, il est envoyé dans le magma du volcan, il est mort, etc. On n'est pas sûr qu'il soit mort, mais à mon avis, il est dead. Mais tu vois, je sais pas, je trouve qu'il manque d'un truc. J'ai pas eu l'impression que Kaido était vraiment aussi invulnérable, aussi puissant que ce qu'on le disait. Juste, bah en fait, il est grand, quoi. Il est grand, du coup, il frappe fort. J'ai eu cette impression, c'est juste, bah oui, il a une grosse massue, donc ça fait mal quand on tape avec la grosse massue. Et oui, il se transforme en dragon, donc forcément, un dragon, bah, c'est un petit peu fort parce que c'est très grand, ça crache du feu. Mais tu vois, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment un mec surpuissant. Je sais pas, j'ai pas eu cette vibe, tu vois. Alors que par exemple, quand il y a eu Marineford, que Shanks est arrivé et que tout le monde s'est stoppé parce que, bordel de merde, il y a Shanks, là tu ressens la puissance, tu vois. Là tu ressens, il y avait un vrai truc. Ici, bah, je sais pas, j'ai pas trop eu l'impression, tu vois. Après, encore une fois, ça c'est du ressenti personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez ressenti par rapport au combat Luffy-Kaido. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous auriez aimé en voir plus? Moi, j'ai trouvé que c'était trop court, trop rapide. En fait, c'est un ressenti que j'ai sur plusieurs arcs en ce moment. J'ai l'impression que tous les arcs vont super vite, mais que le monde dans la globalité de One Piece, eh ben, n'avance pas trop. C'est-à-dire qu'il y a plein de mystères qui ne sont pas du tout résolus. Il y a plein de trucs. Tu vois, c'est comme si on avait plein de morceaux de puzzle que c'est bon, les morceaux de puzzle, on les voyait clairs et nets. Maintenant, ils sont bien, mais on mettait 4 ans à les mettre ensemble, tu vois. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que le monde de One Piece en lui-même n'avance pas du tout, mais que les arcs avancent super vite. C'est un peu bizarre, en fait, ce ressenti. Mais, mais, on sait que justement dans Wano, dans tout l'arc de Wano, on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait à l'extérieur de Wano. Et c'est là que c'est très intéressant parce que si ça se trouve, pendant tout l'arc de Wano, il s'est passé des dingueries à l'extérieur. Ce qui du coup, et serait logique en fait. Ça serait ce pourquoi eh bien, on arriverait à la fin de One Piece. C'est qu'en fait il s'est passé plein d'autres choses à l'extérieur et qu'on va nous expliquer tout ça dans les futurs chapitres. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu eu cette impression au cours de Wano, au cours du chapitre de Wano, qu'il se passait beaucoup de choses, mais que finalement il se passait pas grand chose. Et bref, dans la globalité, c'est un arc que j'ai beaucoup aimé. On a eu des combats très stylés,
des révélations dantesques, des évolutions de personnages monstrueuses, même le chara-design d'ailleurs des Mugiwara était super cool dans cet arc, j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était un arc très très cool, mais comme je vous dis le début j'ai un petit peu moins aimé, notamment en fait toute la partie où ils étaient tous séparés un petit peu les uns des autres. J'avoue que moi ce que j'aime chez les Mugiwara c'est quand ils sont tous ensemble, quand ils sont tous en train de faire leur bail chacun de leur côté, j'aime un petit peu moins. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé le début un petit peu long et un petit peu chiant, mais dans la globalité c'est un arc que j'ai beaucoup aimé, et bien sûr j'attends de fou la suite, et d'ailleurs la suite c'est maintenant qu'on va en parler. On va parler de ce qui est possible dans la suite de One Piece, parce qu'en vrai il y a beaucoup de choses, les derniers chapitres qui nous ont été donnés de lire, le chapitre 1052, 1053, nous annoncent beaucoup sur la suite. J'ai pas des théories, voilà, j'ai pas de grosses théories, je suis pas le Moncourvo, je suis pas un autre youtubeur One Piece qui fait des théories à tir larigot. J'avoue, moi je suis pas trop dans la théorisation, plus dans le fantasme de ce qui pourrait arriver potentiellement et de ce que j'aimerais voir. Moi je suis pas là pour théoriser, mais plus pour vous dire ce que j'aimerais voir et ce qui serait super cool de voir. Et ce qui est peut-être probable aussi. Ou alors comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que le gouvernement mondial essaye de calmer les choses avec la prime de Luffy. Ils essayent de faire en sorte que ça soit pas plus le bordel que ça ne l'est déjà. Parce qu'à mon avis, l'équilibre du monde de One Piece est déjà en train de flancher, est déjà en train de tomber et de se retourner. Et je pense que le gouvernement mondial est actuellement en méga PLS, parce qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose à la rêverie. Il s'est passé quelque chose avec l'armée révolutionnaire. Parce que l'armée révolutionnaire, c'est un truc qu'on nous a teasé quand même depuis super longtemps. C'est-à-dire qu'on a vu des personnages, on sait que le père de Luffy est le chef de l'armée révolutionnaire, on sait que son meilleur ami, Sabo, son frère, fait partie de l'armée révolutionnaire, on sait que, eh bien, ils ont fait des réunions, mais on n'a jamais vu de grosses actions de l'armée révolutionnaire. On les a toujours œuvrer un petit peu dans l'ombre, mais ils n'ont jamais fait d'action concrète. Et quoi de mieux pour foutre le boxon dans l'univers de One Piece, quoi de mieux pour retourner l'équilibre du monde qu'une armée qui veut la révolution? Ça paraît logique en fait. D'autant plus que vous l'avez sûrement remarqué, tout le monde en a parlé sur Twitter, et je pense pas que Oda l'ait laissé là par hasard, mais dans une des planches du chapitre 1053, on voit une affiche de Sabo en fond. Peut-être que je mettrai la planche ici, je ne sais pas. Mais on voit une affiche de Sabo. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose avec l'armée révolutionnaire. Est-ce que Sabo s'est fait capturer? Est-ce qu'il est recherché parce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la rêverie? Je ne sais pas. Mais à mon avis, ça a un lien avec l'armée révolutionnaire, j'en suis quasiment persuadé. Et comme je vous dis, ça paraît très logique en fait, parce que quoi de mieux qu'une armée révolutionnaire pour foutre la merde? En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il s'est passé un événement marquant, un événement majeur à l'extérieur de Wano. Et en fait, ça, Oda nous le fait comprendre par deux personnages et deux phrases très importantes qui vont appuyer le fait qu'il s'est passé quelque chose. Le premier personnage, c'est Kid. Kid va bien nous rappeler que tant qu'on est à Wano, on n'a aucune information sur l'extérieur. Nous sommes à Wano, nous suivons les Mugiwara sont à Wano, donc les Mugi n'ont aucune information, donc nous n'avons aucune information. Et la deuxième personne qui va donner une information par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien c'est tout simplement l'amiral qui arrive. Aramaki dit tout simplement que l'équilibre du monde s'effondre. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Donc c'est sûr à 100%, il s'est passé quelque chose dans le monde extérieur. D'autant plus qu'on voit vraiment que le gouvernement ne veut pas mettre de l'huile sur le feu en fait. Ils ne veulent pas que Luffy ait une prime trop haute, ils ne veulent pas que l'image de Luffy sur sa prime soit celle du Gear 5, parce qu'ils ne veulent pas que ça soit le bordel encore plus que ça ne l'est déjà. J'ai vu aussi des gens sur Twitter qui ont théorisé par rapport à certains soldats de la marine qui avaient les yeux blancs et qui du coup étaient peut-être contrôlé par d'autres personnes justement pour que l'image de Luffy puisse être mise en avant comme ça, je ne sais pas. Moi je vais pas m'avancer dans toutes les théories farfelues, il y en a, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, allez voir un petit peu sur Twitter, allez voir dans d'autres vidéos. Moi j'avoue je vais pas trop m'avancer dans les théories parce que c'est pas trop mon terrain, tu vois, genre je suis pas assez pointu dans One Piece pour pouvoir valider
ou faire des théories. Mais il y a peut-être un truc sur lequel j'ai envie de théoriser un petit peu. Bon, c'est pas vraiment des théories, c'est plus des idées de ce qui pourrait potentiellement arriver. Hein. C'est pas des théories méga fondées, méga recherchées ou quoi. Mais par exemple, sur Araki, du coup, l'amiral qui est en train d'arriver sur l'île de Wano, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu quelqu'un sur Twitter dire la même chose. Mais quand j'ai lu le chapitre 1053, j'ai vraiment pensé à ça directement. Quand Araki arrive sur l'île, on le voit, il tue des gens et tout, mais bon, il y en a beaucoup sur Twitter qui ont fait What the fuck, il a réussi à les battre, ils étaient déjà épuisés, c'est normal. Mais moi, c'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est que sur la toute dernière planche, on voit que quand Araki marche, les fleurs poussent. Il est en train de reboiser, il est en train de faire revivre les terres desséchées de Wano. À mon avis, Araki va pas directement engager le combat avec les Mugiwara, parce que oui, s'il est envoyé sur l'île, c'est pas pour manger des pains au chocolat avec eux, hein, c'est bien pour se battre et bien pour récupérer les Mugi. À mon avis, il vient là pour récupérer Luffy, mais peut-être aussi Robin. Et je pense qu'il va pas du coup engager le combat directement, mais qu'il va plutôt essayer de marchander. Je pense honnêtement que ce qu'il va essayer de faire, c'est de proposer à Momo, de proposer à Wano et à son shogun, de reboiser absolument toutes les terres asséchées, d'offrir la protection de la marine, d'offrir des récoltes abondantes, offrir tout ce que lui il peut offrir grâce à ses pouvoirs, en échange des Mugiwara. Du coup, je pense qu'il va genre poser un ultimatum, tu vois, à Momo, lui dire écoute, je te laisse X jours pour me donner les Mugiwara, et en échange, vous aurez des ressources abondantes parce que je vais faire fleurir toutes vos cultures. À mon avis, c'est ça qu'il va proposer. Il va tenter de faire un petit marché, tu vois. Et honnêtement, s'il marchande, ça amène plusieurs choses qui sont, je trouve, très très cool en fait. Première possibilité, Luffy accepte de se rendre à la marine. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il ferait ça, tu vois? Ça n'a aucun sens. Pourquoi Luffy se rendrait à la marine? Et ben en fait, si. Justement, moi, je trouverais que ça a beaucoup de sens que Luffy se rende à la marine. Et pour plusieurs raisons même. Déjà, comme j'ai dit, le marché, ça serait quoi? Ça serait que les Mugiwara se rendent et en échange, Wano aurait des cultures abondantes. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que Luffy a dit contre Kaido? Luffy a dit que ce qu'il voulait, c'était de faire un monde où tous ses amis pourraient manger à leur faim. Et du coup, en fait, cette phrase ferait carrément sens. Il se rend pour que Wano puisse manger. Tu vois, ça serait tellement logique en fait. Moi, je trouve que ça tomberait sous le sens. Pourquoi pas? Deuxième raison de ce pourquoi Luffy pourrait se rendre à la marine. On en a parlé juste avant, l'armée révolutionnaire. Imaginez 2 secondes que Sabo se soit fait capturer. Quelle serait la meilleure solution pour Luffy de rejoindre Sabo? Se faire capturer à son tour. En fait, du coup, moi, je trouve que c'est une possibilité. Tu vois, il y a moyen. Il y a moyen que Luffy se rende pour à la fois donner des ressources abondantes à Wano et donc de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, et en même temps de rejoindre son frère, qui serait potentiellement emprisonné. Ça, c'est dans l'optique où Luffy se rendrait à la marine. Maintenant, deuxième possibilité, Momo refuse le deal, les Mugiwara vont donc se battre. Donc, grosse bagarre comme on les aime, bagarre, bagarre, bagarre. Sauf qu'à mon avis, l'amiral ne perdra pas. C'est-à-dire que c'est très rare que Oda mette en avant un nouveau personnage pour qu'il soit instantanément détruit. Surtout que Luffy ainsi que tous les Mugiwara viennent d'être épuisés. Bon, je sais que Luffy est fort, mais il vient quand même d'affronter Kaido, merde. Donc à mon avis, ça me paraîtrait un petit peu gros que les Mugiwara arrivent à battre un amiral. Du coup, dans la toute logique des choses, ils vont réussir à fuir. Maintenant, comment est-ce qu'ils arrivent à fuir? Ça, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une petite idée qui, honnêtement, serait très stylée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Aramaki, quand il est arrivé sur l'île, il a demandé le support d'un navire de guerre. Il a demandé le support d'un navire de guerre, mais sans que Akainu le sache. Donc en gros, il demande à ce qu'un vice-amiral vienne le supporter. Et quel vice-amiral pourrait venir sans que Akainu le sache? Smoker. Parce que oui, Smoker est un vice-amiral maintenant. Sauf que Smoker, maintenant, c'est un pote de Luffy, ils se serrent la main les deux. Et du coup, moi je vois trop un truc où genre Smoker trahirait la marine, alors peut-être pas vraiment trahir, mais peut-être qu'il aiderait, tu vois, Luffy et l'équipage de Luffy à s'enfuir, peut-être qu'il aiderait les Mugiwara à sortir de Wano, tout en les cachant à Aramaki, ou peut-être que carrément Smoker va affronter Aramaki et du coup complètement trahir la marine, je ne sais pas, mais moi je verrais bien un truc où du coup ça serait Smoker qui arriverait en aide, et il aiderait les Mugiwara à s'enfuir,
en trahissant la marine. Je trouverais ça hyper cool. Et puis ça ferait un combat entre Smoker, donc un vice-amiral, et un amiral. Et ce serait quand même méga stylé. Donc ça, ce sont mes hypothèses. Mais après, toutes ces hypothèses se fondent sur un seul truc, que Aramaki propose un deal. Hein, s'il propose pas de deal et qu'il veut juste se battre, bon, bah, on verra bien comment ça va se passer. Après, il y a un autre truc aussi dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui est très important et qui forcément va faire écho dans la suite, c'est l'arme antique, l'arme Pluton. Et en fait, la discussion entre Robin et le grand-père de Momo est très intéressante parce qu'en vérité, Oda aime beaucoup jouer sur les mots et du coup, eh bien moi perso, je suis pas exactement sûr. Alors j'afficherai peut-être la planche ici, je ne sais pas. Mais vous savez, Robin a posé une question au grand-père de Momo, au père de Oden. Elle a posé une question, mais en fait dans cette question, il y en a un petit peu une deuxième. Et du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'a répondu le père de Oden. Robin dit deux choses. Elle dit, est-ce que l'arme Pluton est sur Wano? Parce que le poneglyphe de Alabasta indique que c'est ici. Et il répond, en effet. Ma question est la suivante, parce que Oda aime beaucoup jouer sur les mots. Est-ce qu'il dit, en effet, l'arme de Pluton est ici? Ou, en effet, le poneglyphe de Alabasta montre que l'arme est ici? Ce qui est très différent, mes amis. Dans le premier cas où il dit en effet l'arme est bien ici, eh bien ça veut dire qu'elle est sur l'île, elle est quelque part. Mais d'un autre côté, moi je trouverais ça un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'arme Pluton, eh ben en fait, est une arme de type technologique. Donc c'est un bateau. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a les plans du bateau. Ce n'est pas une personne, c'est quelque chose de matériel. C'est censé être un bateau géant. Un bateau géant, frère. On devrait le voir en fait. D'autant plus qu'il y a un empereur qui a vécu sur cette île pendant 20 ans. Est-ce que vous pensez réellement que Kaido n'aurait pas trouvé ce bateau géant sur cette île alors qu'il y est resté pendant 20 ans? Ça me paraît quand même bizarre. Deuxième possibilité, il répond en effet, le poneglyphe de Alabasta montre qu'il est ici. Mais il n'y est plus. Et là, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait beaucoup de choses. Parce que oui, honnêtement, bah c'est possible. Peut-être que quelqu'un a découvert l'arme et peut-être qu'elle a été déplacée par quelqu'un pour que justement Kaido ne la trouve pas. Peut-être que Shanks ou un autre grand pirate, eh bien, l'aurait déplacée. Peut-être que même la marine l'aurait déplacé. Ou peut-être qu'il a été déplacé il y a fort longtemps, tu vois. Alors oui, tout porte à croire que l'arme antique est bien sur Wano. Mais moi je vous dis que Oda aime beaucoup jouer sur les mots et qu'il y ait moyen qu'il y ait entourloupe. Bon, comme je vous dis, ça me paraît quand même super bizarre que si l'arme est ici, que Kaido ne l'ait pas trouvé alors que ça fait 20 ans qu'il est là et que c'est quand même un empereur des mers, oh, ça serait quand même bizarre. Mais bon. Ok. Après, comme je vous dis, moi je vais pas rentrer dans 40 000 théories parce que bah, c'est pas mon domaine. Hein. Je suis pas théoricien. En vrai de vrai, je connais pas assez tous les petits détails de l'univers parce que je lis plein d'autres mangas forcément. Mais du coup, voilà, je vais pas faire non plus 40 000 théories. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je vois beaucoup sur Twitter et tout, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, bah cette arme antique c'est cette personne et elle contrôle ça, cette arme antique c'est cette personne, elle contrôle ça, cette arme antique elle maîtrise ça, etc. En fait, qui vous a dit que les armes antiques marchaient toutes de la même manière? Qui vous a dit que les armes antiques étaient toutes sur le même modèle et sur le même fonctionnement? Personne. Personne. Du coup, en fait, logiquement, en toute logique, l'arme antique de Pluton est un énorme bateau. Hein, parce qu'on a les plans pour la construire, etc. En toute logique, c'est juste un bateau. C'est pas une personne. Hein. C'est une arme technologique. Ce n'est pas une personne. J'ai vu aussi des gens dire que l'arme, en fait, c'était la fille de Kaido, celle qui vient de rejoindre les Mugiwara, la nouvelle waifu de tous les weebs, bien sûr. Mais moi, j'avoue que je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit elle, ce serait quand même méga bizarre, je trouve. Par contre, il y a moyen que ça soit la clé de quelque chose. Parce que Kaido a toujours dit qu'elle était très importante. Du coup, il y a moyen qu'elle soit la clé d'un truc. On verra. Hein. Moi, comme je vous dis, je vais pas théoriser, mais je sens que ça annonce du lourd. Mais du coup, on a encore beaucoup de mystères à comprendre. Beaucoup de mystères doivent être révélés parce que là, on est encore dans le flou total. Et c'est là que je me dis comment on peut être déjà à la fin de One Piece avec toutes ces merdes dont on ne sait rien, tu vois. Ça me paraît super bizarre. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite. Hâte d'être dans un mois. Dans un mois, on reprendra les reviews chapitre par chapitre. Et ce sera très cool. J'ai très envie de revoir Baggy, voir ce qu'il est devenu. J'ai très envie de revoir Shanks, bien sûr. Et d'ailleurs, on va aller voir le film. Ça va être génial. Et j'ai très envie de revoir Ener parce que bordel de merde, Ener est un de mes personnages favoris. Et s'il ne revient pas avant la fin du manga,
Je vais péter un câble. Bref mes amis, c'était donc ma petite review qui est en fait assez longue sur les derniers chapitres de One Piece. J'espère qu'elle vous a plu, c'était la première vidéo de cette chaîne. C'était pas ma toute première review parce que j'en avais déjà fait sur mon autre chaîne qui est ma chaîne principale. Je vous mettrai d'ailleurs le lien des autres reviews si ça vous intéresse dans les commentaires. Et on se retrouve donc pour la prochaine fois pour une nouvelle review de One Piece. On verra quand ça sera exactement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi d'autres mangas que vous aimeriez peut-être voir. Qui sait, peut-être qu'on fera pas que du One Piece, comme je vous ai dit, peut-être que j'irai lire du Black Clover, peut-être qu'on ira lire du Hunter x Hunter. Après Black Clover, je crois que c'est aussi en pause, du coup, on va peut-être pas lire du Black Clover, mais tu vois, on va essayer de trouver d'autres mangas aussi, peut-être pour alimenter cette chaîne de d'autres reviews, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on reste sur du One Piece, on restera sur du One Piece. Bref, portez-vous bien, c'était très cool, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss mes amis.